Bonjour, donc le cours de cette année a pour titre, comme vous pouvez le lire, Cancer et immunité. Donc l'idée de discuter en un certain nombre de détails la façon dont notre système immunitaire réagit au développement de cancer, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il existe, même si leur efficacité ou leur intensité est très variable, il existe une réponse immunitaire contre les cellules tumorales qui permettent sans doute souvent, sans qu'on le sache, d'éviter d'avoir une maladie cancer, mais qui est assez souvent aussi insuffisante, bien sûr. Donc le cours va être divisé en gros en trois parties. Une première partie qui va détailler, et on va l'attaquer dans quelques minutes, le fait que les cancers donc, sont immunogéniques, c'est-à-dire peuvent être reconnus, et on va essayer de voir ensemble par quel mécanisme et quels antigènes les lymphocytes en particulier sont capables de voir et de quelle manière cela induit une réponse immunitaire. Mais nous étudierons aussi l'autre aspect de cette question, et qui est le fait que les tumeurs sont capables d'éviter, en fait par sélection, nous le verrons, de cellules qui résistent à ce processus de lutte contre le cancer. Donc ça sera la première partie de ce cours, qui sera suivie de deux parties d'applications thérapeutiques, dont les stratégies sont fondées justement sur une meilleure connaissance des réponses immunitaires contre les cancers, une stratégie qui consiste en l'utilisation d'anticorps monoclonaux, donc tous les mêmes, administrés aux patients et qui sont dirigés contre des molécules régulatrices qui freinent les réponses immunitaires. Et donc l'idée est de lever ce frein de telle manière qu'une réponse immunitaire soit plus efficace. La seconde stratégie qui sera discutée à la fin du cours de cette année concerne l'immunothérapie cellulaire et génique des cancers, c'est-à-dire l'utilisation de cellules ou de cellules modifiées génétiquement pour les rendre plus actives dans la lutte contre le cancer. Et ce cours est associé à un colloque. Ce colloque, en fait, compte tenu des circonstances, aura lieu l'année prochaine, les 20 et 21 mai 2021. Il est co-organisé avec Hugues Deté, mon collègue qui est à la chaire d'oncologie cellulaire et moléculaire. Le programme de ce colloque, c'est tel qu'il aurait dû avoir lieu cette année. Les Croix-Rouges enlèvent les dates qui sont malheureusement ne sont plus bonnes, va couvrir tous ces aspects de façon détaillée, et ils seront présents vraiment les meilleurs experts à l'échelle internationale de ces questions de réponse immune contre les cancers et d'application thérapeutique de réponse immune contre les cancers. Donc je pense que ce sera un colloque qui fera vraiment le point de la situation, qui aura sûrement évolué en un an, puisque c'est un sujet encore récent et hautement mouvant en termes de connaissances et d'application thérapeutique. Donc commençons par la question de l'immunogénicité des cancers et des facteurs d'évasion qui va nous occuper un bon moment. Voici le plan de la première partie qui, comme vous pouvez le lire, va impliquer le fait que, alors d'abord sous un angle un peu paradoxal, de temps en temps le système immunitaire peut induire la survenue d'un cancer, on va voir dans quelles circonstances, puis donc détailler les réponses immunitaires contre les cancers, les preuves, les évidences que cette réponse existe, le fait qu'il y a une certaine forme d'équilibre qui peut s'exercer, une espèce de deal, entre guillemets, entre la réponse immunitaire, le système immunitaire et le cancer, quels sont les antigènes reconnus, le rôle particulièrement des lymphocytes TCD4, aussi des lymphocytes B, on verra ça tout à l'heure, et puis des éléments qui complexifient cette affaire. Le premier, c'est l'hétérogénéité de la réponse immune au sein même du tumeur, les phénomènes de sélection que j'ai déjà évoqués, et les conséquences dans les facteurs d'évasion qui provoquent un dysfonctionnement de la réponse immune intratumorale, les phénomènes d'épuisement et de mécanisme. Voilà ce que nous allons aborder dans une première partie. Donc, un mot très rapide de rappel sur l'épidémiologie et la mortalité des cancers, évidemment, qui sont un sujet majeur, puisque avec les maladies cardiovasculaires, ce sont les deux grandes causes de mortalité qui prédominent dans les pays développés. Vous avez ici, sur ce diagramme, au cours du temps, depuis 1975 jusqu'à 2014, des données qui sont valables pour l'Amérique du Nord, mais qu'on pourrait transposer à l'Europe et spécifiquement à la France, qui vous donnent une idée de l'incidence des cancers pour les hommes et les femmes. Vous voyez que les hommes sont plus touchés que les femmes. La courbe est ici. Elle est plus ou moins en plateau. Il y a beaucoup de discussions sur savoir si la fréquence des cancers augmente un peu. Grosso modo, elle est relativement stable. La bonne nouvelle, c'est que la mortalité, comme vous pouvez le voir, diminue un peu, puisque entre 1990 et 2014, la mortalité pour 100 000, une population pour 100 000, il y avait 200, en 1990, 260 personnes pour 100 000 qui mouraient d'un cancer parmi les hommes, et que cette valeur est maintenant n'est plus que
évidemment encore très élevé, de l'ordre de 200. Et vous voyez que les pentes sont parallèles pour hommes et femmes, pour des raisons qui seraient un peu longues à discuter et qui débordent l'aspect de mon cours, donc je n'évoquerai pas. Juste évidemment, pour vous, cette diapositive a pour but de vous replacer plus exactement l'importance du cancer en médecine. Et donc, encore une fois, comme une pathologie relativement fréquente et une des deux causes prédominantes de mortalité. Donc, effort de recherche nécessaire, indispensable pour améliorer cette situation. Encore quelques mots de rappel de manière générale avant d'évoquer le système immunitaire. C'est le principe de l'oncogenèse. Donc, l'oncogenèse, la création de tumeurs, repose sur le fait qu'une cellule normale devient cancéreuse, c'est-à-dire qu'elle perd ses capacités d'inhibition, notamment de contact, c'est-à-dire que normalement, quand des cellules se touchent, par exemple l'épithélium respiratoire, les cellules en contact, une fois qu'elles sentent la présence de la cellule voisine, que ce soit de son latérale en hauteur ou inférieure, quand il y a plusieurs couches cellulaires, s'arrêtent de proliférer, ce que ne font pas les cellules cancéreuses qui s'expandent. Alors, à partir d'une cellule initiale ou un événement ou plusieurs événements, comme on va le voir, ces produits, ces cellules vont se mettre à se diviser, même si quelques-unes meurent, et elles acquièrent des propriétés. C'est le cas des cellules en noir sur ce schéma en 3 parties. Ces cellules deviennent capables d'envahir d'autres tissus, c'est-à-dire de migrer soit in situ, mais déjà dans un emplacement où physiologiquement elles ne sont pas présentes, par exemple, sous un épithélium lorsqu'il s'agit d'un épithélium, et à distance, évidemment, ce sont les métastases dont on reparlera. Donc, en très grands termes, voilà comment cela se passe. Et la base du processus d'oncogenèse est le fait que surviennent des modifications du génome, et en particulier qui touchent certains gènes qu'on appelle les oncogènes. Et ce sont, je vous le rappelle, sauf rarissime exception, des modifications somatiques, c'est-à-dire des modifications qui touchent nos cellules, qui peuvent survenir à tout âge et qui ne concernent pas les cellules germinales de notre descendance. Donc il ne s'agit pas de modifications du génome qui soient héritées. Donc les conséquences de ces modifications somatiques, qui peuvent encore une fois survenir tout au long de la vie, est de procurer aux cellules concernées un avantage de survie. Elles survivent mieux que les cellules physiologiques normales. Un avantage de croissance, elles peuvent se diviser mieux, et notamment perdre cette inhibition de contact, et un avantage d'invasion et de migration que j'ai indiqué tout à l'heure. Donc, de façon variable, elles influencent ces caractéristiques. Et alors, on se pose évidemment naturellement la question de qu'est-ce qui induit la survenue de ces mutations. Il faut savoir que nos cellules mutent de façon permanente. Ce sont de petits accidents qui surviennent notamment lors des divisions cellulaires, mais aussi parfois indépendamment d'une division cellulaire. Et on en connaît un certain nombre de facteurs qui sont évidemment essentiels à identifier, puisque cela signifie qu'ils sont des facteurs de risque de cancer. Donc, ils sont soit endogènes, propres à la cellule concernée, ou exogènes, une influence d'un événement extérieur sur le processus cancéreux. Alors, dans les causes endogènes, il y a la notion assez simple, même si elle peut surprendre, qui est le fait que lorsque l'ADN est répliqué, lorsqu'une cellule se divise, la machinerie qui copie l'ADN peut faire une erreur une fois de temps en temps et donc créer une mutation. Cette mutation, la plupart du temps, n'aura aucune conséquence en fonctionnelle, mais une fois de temps en temps, elle peut justement modifier un gène ou un élément de régulation d'un gène qui fait qu'il y ait à nouveau un avantage de survie, un avantage de croissance, un avantage de migration ou plusieurs à la fois. Ça peut être aussi une erreur, non pas au niveau du moment de la copie, mais de la réparation des lésions. C'est-à-dire que le système de copie avec erreur, il est soumis à un système de réparation, ce qui est évidemment très important, et on verra des conséquences de cela d'ailleurs tout à l'heure. Mais ce système de réparation, il peut aussi se tromper. Donc c'est une autre façon de générer des mutations dans des cellules qui, encore une fois, dans quelques cas, vont avoir des conséquences qui peuvent procéder d'un mécanisme d'oncogenèse. Et alors les agents exogènes qui peuvent provoquer justement ces mutations, qui agissent sur l'ADN, ça peuvent être par exemple les rayonnements ultraviolets. Et on sait très bien que l'exposition au soleil prolongée est un facteur de risque majeur des mélanomes, des tumeurs pigmentées de la peau, et en particulier les sujets prédisposés parce qu'ils sont typiquement les anglo-saxons qui vivent en Australie. C'est la mauvaise combinaison de personnes qui génétiquement n'étaient pas protégés par une pigmentation de la peau parce que peu exposés au soleil, relativement peu exposés au soleil dans les régions du nord de l'Europe, transposés dans un environnement très ensoleillé, l'Australie. On sait que ces personnes sont particulièrement à risque de mélanome. Donc voilà un exemple, parce que les rayons ultraviolets créent des lésions de l'ADN
que l'on peut caractériser et qui peuvent donc, en fonction du site, provoquer ces mélanomes. Une cause très très bien connue aussi, c'est le tabac, bien sûr, qui lui aussi provoque des mutations, ainsi que toute une série de substances mutagènes, par les agents de chimiothérapie qu'on utilise en médecine, qui peuvent aussi provoquer des mutations, et toutes sortes de substances exogènes, de polluants, potentiellement toxiques, même si là, il y a matière à débat et tout n'est pas parfaitement clairement identifié. Alors, un point intéressant, c'est qu'on peut aujourd'hui, grâce aux méthodes de séquençage du génome extrêmement détaillées, on peut très très clairement identifier les mutations présentes dans des cellules tumorales. On peut cartographier complètement le génome d'une cellule tumorale, identifier les mutations en les comparant à une cellule qui n'est pas tumorale, et identifier en fait ce que j'ai appelé ici des signatures qui correspondent à un mécanisme d'oncogénicité. Et on va voir que ceci importe, mise dans la perspective de la réponse immunitaire. Ces mutations, elles peuvent survenir en plusieurs temps, initiales lors de l'initiation du processus cancéreux, mais aussi les cellules peuvent se modifier, et en particulier d'ailleurs dans des phénomènes de sélection induite, les phénomènes par la réponse immunitaire, lors de la croissance cellulaire, les cellules cancéreuses se modifient ou se modifient dans certaines régions et pas d'autres, et puis dans le processus qui aboutit aux métastases par de nouvelles modifications génétiques. Donc ce n'est pas un processus du tout ou rien, c'est un processus successif qui existe tout au long de la vie, si je peux l'appeler ainsi, ou du parcours de l'histoire d'une cellule cancéreuse. Voici un exemple parmi bien d'autres concernant le processus métastatique. Ici, une tumeur, on va dire, je ne sais plus laquelle il s'agit, mais peu importe. Vous avez ici la tumeur primaire primitive, avec une mutation de façon schématique en rouge d'un oncogène, donc d'un gène dont la fonction modifiée favorise la croissance cellulaire, par exemple. Et donc cette tumeur, elle est vascularisée. On reviendra beaucoup sur cette question plus tard dans le cours. Et à partir du moment où elle est vascularisée, cela peut favoriser une migration de cellules tumorales vers un autre site dans le corps, donc former une métastase, comme c'est imagé ici. Mais dans l'exemple qui est présent sur cette diapositive, cette cellule métastatique-là, si on étudie son génome, elle a des modifications génétiques différentes ou rajoutées à celle-ci. Et en particulier, dans cet exemple, il y a une mutation supplémentaire qui est imagée en bleu ici, ou un gène qui s'appelle MLK4, peu importe ses conséquences, mais cette mutation est nécessaire au processus de métastase, en plus d'autres événements qui peuvent être majeurs. Vous voyez, vous pouvez le lire ici, délétion, ça veut dire qu'il manque un petit morceau de chromosome, un petit morceau est parti, et, ce qui est encore plus impressionnant, vous pouvez le lire en dessous en anglais, la duplication complète du génome, c'est-à-dire qu'il y a 2 copies du génome dans la même cellule. Donc c'est une cellule extrêmement anormale, mais cela peut favoriser aussi le processus cancéreux, en l'occurrence l'évolution vers une métastase de cette tumeur primitive qui n'avait ni la mutation de MLK4, ni la délétion du bras long du chromosome ici, ni la duplication du génome. Donc des événements successifs, encore une fois, favorisent la mutation et peuvent influencer la réponse immunitaire dont on va parler dans un instant. Alors j'évoquais ces signatures, cette notion un peu complexe, et cette diapo est assez chargée. Et évidemment, on ne va pas regarder tout en détail, mais ce que cette diapositive montre, issue d'un travail assez récent d'analyse systématique d'un très très grand nombre de tumeurs, par analyse, je veux dire séquence de tumeurs, c'est les différents types de mutations que l'on peut observer. Vous voyez qu'il y a 21 signatures différentes qui sont définies par plusieurs caractéristiques. Le type de substitution de nucléotides, vous voyez CA, donc cytosine adénine, cytosine guanine, cytosine thymine, thymine adénine, thymine cytosine, thymine guanine. Donc est-ce qu'on a plus fréquemment, comme c'est le cas dans la signature 1A en rouge, une substitution CT, alors que vous voyez qu'il y a très peu de substitutions TG par exemple. Donc ça c'est la signature de 1A. Et si on regarde la signature, on va aller voir la signature numéro 4, parce que c'est celle qui est provoquée par le tabac. On a pu relier l'épidémiologie à la biologie moléculaire du génome. Donc dans la signature numéro 4, qu'est-ce qu'on observe ? Chaque colonne étant un type de tumeur différent. On observe beaucoup de mutations CA, de substitutions CA, et en plus, ce qui est écrit par les lettres D et T, D ça veut dire mutation de 2 nucléotides, 2 bases l'une à côté de l'autre sont substituées. C'est ce qu'on provoque aussi quand c'est sur l'éthymine, le rayon ultraviolet par exemple. Et enfin, T ça veut dire qu'il y a un biais des mutations sur le brin transcrit, c'est-à-dire que vous savez que l'ADN est présent sous forme de double hélice avec 2 brins, et un est transcrit en ARN messager, pas l'autre. Donc
les événements peuvent survenir sur un brin plutôt que de l'autre. Donc, je vous ai indiqué l'exemple de la signature numéro 4, mais encore une fois, il y a 21 signatures différentes, donc différents types de mutations qui sont présentes dans des tumeurs. Et ces différentes signatures, elles ne sont pas du tout distribuées au hasard. Comme vous allez le voir dans un instant, elles varient en fonction du type de tumeur, mais elles varient aussi en fonction de l'âge de survenue des tumeurs et de l'exposition aux agents mutagènes. Excusez-moi, décidément, et je vous ai pris l'exemple du tabac, et il y en a quelques autres, bien qu'il faut reconnaître que pour l'instant, malheureusement, pour la plupart de ces signatures, on ne connaît pas le lien possible avec des agents mutagènes. Mais c'est une base de réflexion très importante dans les processus d'étude de l'oncogenèse. Et alors, si on croise ces informations avec les types de tumeurs, je suis vraiment désolé parce que c'est de plus en plus compliqué, mais on va en extraire le message intéressant ici, je crois. Vous pouvez lire en horizontal différents types de cancers. Alors, ALL, ça veut dire leucémie lymphoblastique aiguë, leucémie myéloblastique aiguë, cancer de la vessie, cancer du sein, cancer de l'utérus, etc., etc. Et dans l'échelle verticale, ce sont les fameuses signatures de 1 à 21. Et quand il y a au croisement, vous observez que le croisement est en vert, ça veut dire, on va prendre un exemple, par exemple le cancer du foie, ici, eh bien, dans le cancer du foie, on va retrouver des mutations de type 1B, de type 2, de type 4, de type 5, etc. etc. Il y a une certaine variabilité. Donc, ce n'est pas n'importe quel type de mutation dans n'importe quel type de tissu. Il y a un lien, et on va voir tout à l'heure que ce lien a une influence sur la réponse immunitaire. Donc la conclusion de ce diagramme complexe, mais dont je vous ai donné les éléments essentiels, c'est que les signatures il y a des signatures qui sont trouvées dans tous les cancers, qui ne sont pas propres à un cancer, quasiment. Oups, j'ai fait une petite bêtise. Voilà. Par exemple, la signature 1B, comme vous pouvez le voir, elle est présente dans presque tous les cancers. À l'inverse, il y a des signatures qui sont propres quasiment à un cancer donné. Par exemple, la numéro 19, on ne la rencontre que dans des astrocytomes, donc une tumeur du cerveau. Donc il y a toutes sortes de situations différentes et qui ont certainement une signification. On va y revenir dans un instant. Alors, j'ai évoqué jusqu'à présent le type de mutation en fonction des anomalies observées dans le génome des cellules cancéreuses. Et il y a une autre notion qui est très importante et qui est absolument capitale à l'égard de la réponse immunitaire, vous verrez ça dans quelques minutes, c'est qu'en fonction du type de cancer, la fréquence des mutations observées dans les cellules cancéreuses est extrêmement variable. C'est ce que montre ce schéma, qui indique en ordonnée donc la prévalence des mutations somatiques par mégabase, c'est-à-dire par million de bases du génome, entre à peu près rien, ça c'est très très peu, à 1000 pour 1 million, ce qui est considérable, et à travers toutes sortes de tumeurs. Vous avez ici à nouveau l'astrocytome, dont je parlais tout à l'heure, leucémie lymphoblastique aiguë, méduloblastome, etc., etc., jusqu'à l'autre côté, mélanome. Donc vous voyez par exemple, si je prends l'astrocytome, vous voyez que la fréquence de mutations somatiques dans les cellules cancéreuses est très très faible. A contrario, si je vais à l'opposé du schéma, dans les cellules de mélanome, on est à plus de 10 mutations pour 1 million de paires de bases, donc 1 pour 100 000, ce qui est considérable. Alors, élément de complexification important à noter, qui va avoir aussi une influence en termes de réponse immune et de pronostic d'immunothérapie, c'est que pour une tumeur donnée, d'un individu à l'autre, le nombre de mutations varie. C'est ce qu'indiquent les petits points noirs. Donc, si je prends l'exemple du mélanome, où il y a la tumeur dans laquelle on rencontre le plus grand nombre de mutations somatiques dans le génome, donc il y a un malade ici dont la tumeur a relativement peu de mutations, quelque part entre 0,1 et 1 par million de paires de bases, alors qu'à l'opposé, on se situe ici à plus de 100 mutations pour 1 million de paires de bases, et avec une moyenne qui donc se situe à un peu plus de 10. Et ce travail remarquable, qui est très important, encore une fois, comme base on va voir tout à l'heure pourquoi de l'immunogénicité, il a été établi sur un très grand nombre de tumeurs. Vous pouvez lire 7000 tumeurs, 5 millions de mutations séquencées à partir du génome de ces 7000 tumeurs. Donc, grande variabilité de fréquence de mutation, ce qui a sûrement une signification en termes du processus de l'oncogenèse de chacun de ces cancers, mais ça, ce n'est pas l'objet de mon propos. Mais l'objet de mon propos, qu'on va voir dans un instant, c'est qu'en fonction du nombre de mutations, la probabilité, ceci peut paraître assez simple a priori à deviner, et c'est à peu près exact, c'est que plus il y a de mutations, plus il y a de chances qu'il y ait une réponse immunitaire. Donc la réponse immunitaire, on va le voir,
est beaucoup plus forte en moyenne contre des cancers que sont des mélanomes que contre, par exemple, encore une fois, l'astrocytome ou certaines leucémies, même si ce n'est pas une notion de blanc-noir. Il y a toute une gamme de nuances. Alors, à partir de là, j'ai situé les éléments d'introduction d'oncogenèse nécessaires pour le cours, c'est-à-dire qui vont être la base permettant de comprendre pourquoi il y a une réponse immunitaire contre ces cellules cancéreuses. Et on va s'attaquer maintenant directement au système immunitaire en commençant par un semi-paradoxe avant d'entrer dans le vif du sujet de la réponse immunitaire contre le cancer. C'est que le système immunitaire lui-même peut être à la base de la survenue d'un cancer, soit directement, soit le favoriser. Et je vais vous montrer 2-3 exemples pour que vous ayez aussi à l'esprit cette notion. Cela peut venir du fait que, comme vous le savez probablement, lors du développement des lymphocytes, les lymphocytes T et les lymphocytes B, il y a un réarrangement du génome dans la partie qui code pour les récepteurs pour l'antigène. Et ces réarrangements se font sur une procédure extrêmement précise qui implique 3 molécules, les molécules RAG1 et RAG2, dans les étapes précoces de développement des lymphocytes T et des lymphocytes B, et la molécule AID, ou Activation Induced Deaminase, dans une étape plus tardive du développement des lymphocytes B. Donc ce système peut se tromper de temps en temps et réarranger l'ADN en se trompant de cible, de site. C'est-à-dire que non pas exactement là où on attend qu'il le fasse, mais en combinant éventuellement sur un chromosome effectivement le site du récepteur pour l'antigène, là où il doit couper l'ADN pour permettre ce réarrangement, on va voir ça dans un instant, mais combiné avec une coupure près d'un oncogène qui va activer l'oncogène. Et donc ce qu'on appelle un réarrangement illégitime, dont on sait qu'ils sont fréquemment l'élément initiateur de la survenue de leucémies et de lymphomes, c'est-à-dire de tumeurs des lymphocytes eux-mêmes dans lesquels ces processus de réarrangement surviennent. Voici la situation pour les protéines RAG. Donc, je vous rappelle sur les bases de l'immunologie qu'ici, c'est un locus dans un lymphocyte B du gène qui code pour les immunoglobulines, avec toute une série de segments de gènes. Et donc, grâce aux protéines RAG qui se fixent dans des zones très, très précises, vont survenir des réarrangements, au moins 2, entre les segments dits V, D et J. Je n'entre pas dans les détails. Et c'est le produit final et celui-là. Donc ça, c'est quand les choses se passent bien, ce qui évidemment, dans l'immense majorité des cas, heureusement, il en est ainsi, mais une fois de temps en temps, donc les protéines RAG peuvent agir donc, sur des précurseurs lymphocytaires T et B en ciblant correctement, mettons, une région entre V et D de ce locus, mais par ailleurs, complètement ailleurs, se cibler donc, par accident une région proche d'un oncogène qui va activer cet oncogène au moment du réarrangement ici, dans cet exemple du gène des immunoglobulines, et donc favoriser la survenue d'un lymphome B. Donc c'est ce qui est indiqué ici. Et dans le deuxième cas, ça se passe un peu plus tard, mais ça concerne toujours les lymphocytes B ici. Ce phénomène-là peut plus rarement, mais aussi concerner les lymphomes T ou les leucémies aiguës lymphoblastiques T. Donc cette protéine AID, elle effectue un second type de réarrangement des gènes d'immunoglobulines lors d'une réponse immunitaire dans les ganglions lymphatiques, je vous rappelle cela, en provoquant des coupures d'ADN dans les régions qui s'appellent S ici, et qui font que, par exemple, le gène qui ici était susceptible de permettre de fabriquer par transcription en ARN messager et traduction en protéines, par exemple une IgM, eh bien, après coupure entre cette séquence S-là et la séquence bleue ici, dans ce processus physiologique, ce lymphocyte B va produire de l'IgE s'il est activé. Mais donc ça, c'est ce qui se passe quand les choses fonctionnent normalement. Et à nouveau, la protéine AID peut se tromper une fois de temps en temps, c'est rare, mais une fois de temps en temps, et cibler certes une séquence dite S pour switch correctement dans le locus d'immunoglobulines, mais ensuite va aller provoquer une mutation ou une cassure ailleurs dans le génome, et si ça se passe au niveau d'un oncogène, cela peut être délétère et être un processus qui favorise la survenue de lymphomes. Et pour beaucoup de lymphomes B, qui sont un type de tumeur qui n'est pas exceptionnel, c'est un dysfonctionnement d'AID, donc qui est stochastique, qui arrive une fois de temps en temps, par hasard, probablement, qui provoque ce processus cancéreux. Donc c'est une façon indirecte de montrer comment le fonctionnement physiologique du système immunitaire, par erreur, peut favoriser la survenue d'un cancer. Et on peut croiser ça avec les signatures de mutations, de type de mutation du génome dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si on regarde uniquement sur ce schéma que vous avez déjà vu, ce qui se passe pour les leucémies lymphoïdes chroniques, qui sont une forme de leucémie des lymphocytes B,
ainsi que pour des lymphomes B, ici, vous voyez. Donc si on regarde dans les types de signatures de mutation que l'on observe dans le génome, eh bien, on observe la signature numéro 9, ici et ici. Et vous voyez que celle-ci, il n'y en a que 2 autres qu'on trouve dans les leucémies lymphoïdes chroniques. Et cette signature-là, elle correspond justement à une aberration d'utilisation de AID, donc, que je viens de vous montrer. Donc on peut tout à fait croiser ces informations, et ce qui permet d'affirmer ce que je vous ai indiqué il y a un instant sur la genèse de lymphome ou de quelques leucémies par fonction aberrante de produits physiologiques du système immunitaire. Un autre mécanisme est celui qui est observé dans d'autres formes de lymphomes, qui sont à nouveau des lymphomes B, dont la terminologie exacte est celle de lymphome B diffus à grandes cellules et à lymphocytes B activés, ABC en anglais. Et en fait, on s'est aperçu que ces lymphocytes B, avant de devenir lymphomateux, étaient des lymphocytes B qui reconnaissaient des auto-antigènes, donc des antigènes du soi, qui activaient la cellule à travers une série de protéines, de kinases, d'enzymes, qui s'appellent BTK, SIC, et la protéine kinase C, et avec pour conséquence l'activation de facteurs de transcription NF-κB. Et on s'est aperçu que sur ce fond d'activation chronique par auto-antigène, la survenue de mutations dites gains de fonction dans les différentes molécules, je ne vais pas entrer dans le détail, mais qui agissent en aval des signaux provoqués ici. Ça, ce sont les immunoglobulines qui reconnaissent l'auto-antigène. Mettons que le petit point rouge, ça soit l'auto-antigène. Donc il y a une activation de protéines. Vous voyez la kinase, par exemple, SIC ici, BTK, la PKC qui est également par là. Et il y a également un autre système de signalisation lié à l'immunité innée vers les Toll-like récepteurs 9. Donc tout ceci concourt à l'activation des lymphocytes B. Donc si une mutation gain de fonction intervient dans une des protéines de ces systèmes biologiques, eh bien la double conséquence de l'activation par un auto-antigène plus la mutation de gain de fonction va favoriser la survenue de ce type de lymphome. Et ce qui est assez intéressant, c'est que lorsque cela a été compris, ça a permis de définir une cible thérapeutique. Et on a montré, et ceci est utilisé en clinique, c'est qu'en ciblant une de ces enzymes, en l'occurrence celle qui s'appelle BTK, qui est une kinase qui agit ici en aval donc de la signalisation des immunoglobulines de membrane de ces lymphocytes B, si on bloque cette kinase, on peut agir efficacement sur la tumeur, faire régresser la tumeur, et donc le médicament qui s'appelle ibrutinib, qui bloque cette enzyme, est aujourd'hui utilisé avec une certaine efficacité pour traiter ces lymphomes. Donc, de la compréhension de cette façon, de cette activation aberrante du système immunitaire comme facteur de risque de cancer, on a pu déduire une action thérapeutique intéressante. Et une dernière façon dont sans doute, et ceci n'est que très préliminaire, une réponse immunitaire au sens large peut favoriser un cancer, c'est l'interaction avec les micro-organismes. C'est un sujet en pleine expansion où plus on analyse de façon très détaillée le génome cellulaire des cancers et les génomes, l'ADN présent au contact des cancers, on peut trouver des micro-organismes ou des fragments de micro-organismes et que ceux-ci peuvent jouer un rôle dans le développement de cancer et directement ou indirectement via la réponse immune induite contre le cancer. Voici un exemple qui est le cancer du pancréas où il a été montré, ça ne veut pas dire que tous les cancers du pancréas sont initiés de la même façon, mais il y a au moins un modèle expérimental avec quelques données chez l'homme qui indiquent que donc, dans cette tumeur du pancréas, chez la souris, dans un modèle expérimental donné qui provient de cette publication récente, eh bien, on peut détecter à contact de la tumeur un certain type de champignons qui s'appellent Malassezia, qui sont par ailleurs des champignons présents sur la peau. Et il a pu être montré que la présence de ces champignons activait, comme toute réponse immune, en l'occurrence un système moléculaire de l'immunité innée sur une protéine qui s'appelle MBL, Mannan Binding Lectin, qui active le complément. Et paradoxalement, cette réaction qui devrait être efficace pour limiter l'infection par le champignon a pour conséquence d'activer la croissance tumorale. On peut le montrer parce que dans ce modèle expérimental chez la souris, si on inactive le gène pour ce récepteur MBL, donc qui se fixe sur cette protéine, pardon, ce n'est pas un récepteur, qui se fixe sur le champignon, c'est une protéine soluble, mais en inactivant le gène qui code pour MBL, eh bien, on réduit la fréquence de cancer dans ce modèle expérimental chez la souris. Donc ce n'est qu'un modèle, et évidemment, on ne peut pas le transposer globalement facilement à beaucoup de cancers, mais il y a quelques notions qui supportent
ce concept a priori surprenant qu'une réponse inflammatoire induite par un agent infectieux pourrait favoriser la survenue de cancer. On reviendra là-dessus, sur cette notion un peu plus tard. Donc voilà, j'en ai terminé avec mon apparent paradoxe, c'est-à-dire dans quelles circonstances, quelquefois, contrairement à la discussion générale de ce cours, comment est-il possible qu'un système immunitaire induise la survenue d'un cancer? Donc maintenant, on va arriver vraiment, après ce long préambule, au sujet essentiel qui est la réponse immunitaire contre le cancer, comment elle se produit, quelles sont les preuves qu'elles existent, etc., etc., ce qu'on va maintenant passer en revue. Donc le système immunitaire peut-il reconnaître des cellules cancéreuses? On va voir que la réponse est souvent oui. Et peut-il les éliminer? Parfois, oui. Alors, il faut faire un petit rappel rapide sur le système immunitaire, au moins le système immunitaire adaptatif, qui joue un rôle critique dans l'immunité contre le cancer. Donc, ce qui est en rouge sont les cellules les plus importantes des réponses immunes contre le cancer, mais les autres cellules évoquées sur cette diapositive jouent un rôle, en règle positif, parfois négatif, on le reverra. Donc, la présentation d'antigènes par les cellules dendritiques est essentielle, puisque, comme vous le savez, les cellules dendritiques sont capables de présenter, je vais vous le montrer sous forme de petits dessins dans un instant, des fragments de protéines, des peptides à leur surface présentés par des molécules d'histocompatibilité et qui permettent d'activer des lymphocytes spécifiques de ces peptides, notamment les lymphocytes CD8 qui reconnaissent des peptides associés aux molécules HLA classe 1, mais aussi CD4 qui reconnaissent des peptides associés aux molécules HLA classe 2. Les lymphocytes B, il y a des données récentes, je vais vous en montrer une ou deux, de ces données qui suggèrent que la présence de lymphocytes B dans les tumeurs, et donc sans doute la production d'anticorps, joue un rôle, ce qui a été largement sous-estimé pendant longtemps. Et bien sûr, l'immunité innée intervient. On va le voir à la fois positivement et de temps en temps négativement. Les lymphocytes natural killers, qui, comme les lymphocytes TCD8, peuvent tuer des cellules tumorales. Les macrophages, qui peuvent phagocyter des cellules tumorales ou s'opposer à l'inverse aux réponses immunes, mais aussi les polynucléaires neutrophiles et eosinophiles. Je parlerai un peu plus tard de polynucléaires neutrophiles et de rôle plutôt négatif, mais pas exclusivement. Alors, brièvement, quelques rappels. Vous avez ici un schéma de développement des lymphocytes T, et en rouge à droite, les différents types d'effecteurs connus aujourd'hui, capables de tel ou tel type de réponse immune. En particulier, on peut aller directement... Ah non, pardon. On peut aller directement aux cellules cytotoxiques, qui sont des cellules pour l'essentiel CD8, qui sont capables de tuer d'autres cellules, donc des cellules tumorales, à partir du moment où elles reconnaissent un antigène, mais aussi de produire des cytokines d'intérêt. Il est probable que la production d'interféron gamma par cette catégorie de lymphocytes TCD4, TH1, a une action antitumorale également, aussi à travers la production d'interleukine 2 qui aide les lymphocytes cytotoxiques. Les autres populations sont pour le moment moins importantes, voire elles pourraient avoir un effet négatif sur l'immunité antitumorale. Les cellules T follicular helper, TFH, sont très importantes parce qu'au contact des lymphocytes B dans les organes lymphoïdes, elles permettent le développement, la différenciation de lymphocytes B en cellules produisant des anticorps. Les cellules T régulatrices, on va le revoir, jouent un rôle plutôt négatif en bloquant les autres réponses immunitaires. Donc, comment ça se passe schématiquement, la présentation d'antigènes tumoraux aux lymphocytes T? Donc, la voie la moins importante, mais qu'il faut évoquer quand même, puisque vous allez le voir tout à l'heure, il y a des évidences que les lymphocytes TCD4 jouent un rôle dans cette réponse immune. Donc, les lymphocytes TCD4, rappel, à travers le récepteur T pour l'antigène, reconnaissent un peptide, cette petite boule rouge, excusez-moi, qui est présentée par cette molécule double qui représente deux molécules HLA de classe 2, qui sont HLA-DR ou DQ. Et en fait, ceci vient d'un tout un circuit préalable dans la cellule dendritique, présenté en vert ici, où un antigène exogène a été capté. Donc, il faut imaginer des fragments de cellules tumorales, par exemple, mortes, qui sont présents dans un compartiment cellulaire qu'on appelle des endosomes, digérés par des protéases en petits peptides qui sont capables d'entrer en contact avec les molécules HLA qui elles-mêmes viennent, je ne vais pas vous faire tout le circuit, du réticulum endoplasmique et qui sont dans un état inactif par liaison à d'autres protéines, la protéine dite invariante et CLIP, qui se détachent au moment de ces contacts. Et donc, dans ces compartiments, l'association peut se faire avec le peptide et ensuite, ces peptides associés aux molécules d'histocompatibilité se retrouvent à la surface de la cellule. Il y a une autre voie qui peut intervenir via l'autophagie, mais je ne vais pas la discuter pour ne pas prendre trop de temps.
Et les lymphocytes TCD8, particulièrement importants puisque ce sont eux, pour l'essentiel, qui tuent les cellules tumorales, ils peuvent être activés de deux façons. La voie dite conventionnelle. La voie conventionnelle implique que l'antigène reconnu soit présent à l'état initial par la cellule dendritique. Donc, c'est une situation relativement rare parce qu'il faudrait une tumeur, dans le contexte tumoral, que ce soit une tumeur, la cellule dendritique, mais c'est une vision classique de la réponse immune des celluloïdes, par exemple contre des virus, s'ils sont présents dans la cellule dendritique, où, à nouveau, il y a une digestion des protéines, par ce qu'on appelle le protéasome, et les peptides vont être, à travers un canal particulier qui comporte notamment les molécules TAP1 et TAP2, vont être transportés dans le réticulum endoplasmique, encore modifiés, de telle manière qu'ils puissent interagir avec les molécules HLA de classe 1, qui est ici, HLA, HLA-B, HLA-C. Une fois que cette association s'est faite, qui stabilise le complexe, eh bien, le complexe migre, il y a un transport vésiculaire jusqu'à la surface, de telle manière que le lymphocyte TCD8 pourra reconnaître ce peptide associé aux molécules HLA de classe 1. Probablement plus important pour l'immunité antitumorale, c'est la présentation croisée, où cette fois-ci, il faut que les antigènes, enfin les protéines, proviennent de cellules, mettons une cellule cancéreuse ici, ou ça peut être une cellule infectée, mais pour aujourd'hui, évidemment, dans le contexte d'immunité antitumorale, c'est celle-ci qui nous intéresse. Imaginez que cette cellule est en train de mourir, libère des protéines. Ces protéines peuvent être endocytées par la cellule dendritique, et après, c'est presque le même circuit. Ces protéines vont être clivées par des protéases. Il y a plusieurs manières qu'il en soit ainsi. Cela va dans le cytosol ou dans les vésicules, mais in fine, donc des peptides vont être libérés qui peuvent s'associer, comme ici, aux molécules d'histocompatibilité de classe 1 et migration à la surface et présentation lymphocytée. Donc cette présentation est très importante puisque cela veut dire qu'à partir de n'importe quel type de cellule tumorale, potentiellement, cette présentation d'antigènes, cette activation de lymphocytes TCD8 va pouvoir se faire et donc une réponse immune contre des cellules tumorales peut être engendrée sous forme de peptides présentés aux molécules HLA de classe 1, CMH, complexe majeur d'histocompatibilité. La réponse initiale se fait dans les organes lymphoïdes, les cellules dendritiques ayant migré à partir, en l'occurrence, des tumeurs, et ensuite les lymphocytes migrant dans la tumeur quand les choses se passent bien. Donc voilà pour les principes généraux concernant les lymphocytes T. Donc à nouveau, ça c'est la fonction principale de ces cellules, la cytotoxicité. En bleu, imaginez que c'est une cellule tumorale. À gauche, c'est la cellule T qui a été activée de la façon que je viens de vous indiquer. La zone rouge, c'est la zone de contact, qu'on appelle la synapse immunologique. Et donc, les lymphocytes cytotoxiques vont modifier leur organisation subcellulaire et des éléments intracellulaires qui sont schématisés par les petits points rouges ici, qui sont des granules cytotoxiques, vont migrer dans la zone de contact. Certains d'entre eux vont migrer et pénétrer la cellule cible, et cela va provoquer en quelques minutes la mort de la cellule cible. Et donc ces lymphocytes sont très efficaces pour tuer successivement une série de cellules tumorales, par exemple. Et il faut savoir que les lymphocytes natural killers, par d'autres mécanismes de reconnaissance, sont également capables de tuer de la même façon des cellules tumorales et donc participent de l'immunité anticancéreuse. Pour ce qui est des cellules phagocytaires et des anticorps aussi, ils peuvent intervenir de concert dans l'immunité antitumorale. À droite, vous avez une cellule tumorale, un anticorps qui se fixe sur cette cellule tumorale parce qu'un antigène est reconnu. Dans un instant, je discuterai des antigènes. Et la partie constante de l'anticorps peut se fixer sur un récepteur présent à la surface des macrophages et aussi de lymphocytes NK d'ailleurs, récepteur pour les parties constantes, la fraction constante. Ceci va activer ces cellules à tuer la cellule tumorale. C'est ce qu'on appelle la cytotoxicité dépendante d'anticorps qui peut survenir aussi partir sur des cellules au sens large tressées, modifiées. Donc c'est une cellule tumorale qui est en train de mourir, mais ça peut être aussi des cellules modifiées dans d'autres circonstances. Donc c'est aussi un phénomène impliqué dans l'immunité antitumorale. Les anticorps peuvent également entraîner la mort des cellules après fixation sur la membrane par l'activation du système du complément, donc qui sont des protéases présentes dans le plasma, qui provoquent in fine des trous, stricto sensu, des trous dans la cellule cible et la mort de la cellule. Ce processus est moins impliqué dans l'immunité antitumorale. Alors globalement, si on essaye de mettre tout ça ensemble, évidemment, forcément, les choses se compliquent un peu, mais on peut suivre ce schéma tranquillement.
où évidemment les choses partent de la tumeur elle-même. Pour l'instant, je ne suis pas en train de différencier les tumeurs les unes des autres. Je vous donne une espèce de schéma général. Donc, pour ce qui est de l'immunité adaptative, cela part des cellules dendritiques, dont je vous ai déjà parlé. Donc, ça implique qu'il y ait des cellules dendritiques dans la tumeur. On reviendra sur ce point qui est très, très important. Donc, cette cellule dendritique, au sein de la tumeur, peut détecter, entre guillemets, par relargage d'antigènes tumoraux, comme c'est marqué ici en petits cercles bruns, ou le relargage à partir de la tumeur de protéines dites de danger, qui sont reconnues par des récepteurs de l'immunité innée des cellules dendritiques. Ces cellules dendritiques vont être activées, et une fois activées, elles vont migrer vers un organe lymphoïde de proximité, où elles vont être capables de présenter des antigènes tumoraux, donc les petites boules brunes qui ont été digérées, on l'a vu tout à l'heure comment, aux lymphocytes T qui sont ici marqués en bleu, donc on est dans un ganglion lymphatique, n'est-ce pas? Et ces lymphocytes T, une fois activés, vont se mettre à migrer via la circulation sanguine et susceptibles de retourner dans la tumeur, ou s'ils sont capables d'infiltrer la tumeur, on reviendra sur cette notion qui est très importante, est-ce que la tumeur est accessible aux cellules du système immunitaire qui veulent pénétrer, qui peuvent y pénétrer, vont pouvoir donc reconnaître les antigènes à la surface des cellules cancéreuses ou les peptides pour les lymphocytes T présentés par les molécules d'histocompatibilité et éventuellement provoquer la mort cellulaire, et d'ailleurs avec une boucle d'amplification, puisque qui dit mort cellulaire, de nouvelle présentation d'antigènes, donc en l'occurrence une boucle plutôt vertueuse d'activation de la réponse immune et aussi l'activation d'effecteurs innés comme la phagocytose dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc voilà une espèce de vision un peu générale et idyllique, puisqu'ici les choses se passent apparemment pas mal. Les cellules immunes sont activées, rejoignent la tumeur et tuent les cellules cancéreuses. On peut rajouter quelques éléments dans ce processus, mais c'est fondamentalement la même chose. Vous avez ici une cellule tumorale. Encore une fois, pour l'instant, je ne différencie pas de cellules tumorales les unes des autres, un cancer du poumon, un cancer du rein ou un lymphome, mais parce que je parle en principes généraux. Donc, il y a activation d'éléments, libération, on l'a vu, de protéines. Il y a aussi l'activation par des signaux de danger dans les cellules dendritiques endothéliales. Et une des conséquences qui n'était pas évoquée sur la diapo précédente, c'est aussi bien du fait de la cellule tumorale elle-même que des cellules dendritiques, c'est l'activation de systèmes moléculaires de l'immunité innée qui ont pour conséquence la production des interférons de type 1, des molécules qui sont surtout connues dans l'immunité antivirale, mais qui jouent aussi un rôle en immunité antitumorale, parce que ces interférons de type 1 vont activer les lymphocytes NK, donc cytotoxiques, à tuer des cellules cancéreuses, activent aussi les lymphocytes T cytotoxiques, on va mettre après, et puis induisent la production, ce qui est indiqué ici, de molécules au nom un peu curieux, mais qui sont ce qu'on appelle des chémokines, c'est-à-dire des molécules qui vont activer le recrutement, vont recruter d'autres cellules du système immunitaire, ça peut être des cellules dendritiques à nouveau, qui sont nécessaires à la présentation d'antigènes, d'autres lymphocytes, mais aussi des macrophages, etc., et qui vont donc induire un influx de cellules du système immunitaire dans la tumeur, dans un but potentiel de destruction. Donc la production d'interférons, à la fois par les cellules du système immunitaire, comme les cellules dendritiques, mais pas uniquement, mais un certain type de cellules dendritiques sont particulièrement spécialisées dans cette fonction, mais aussi les cellules tumorales et d'autres cellules jouent un rôle important dans une espèce de boucle d'amplification, d'induction et d'amplification de la réponse immune in situ. On peut schématiser en ce qui concerne l'immunité adaptative les choses ainsi. Évidemment, c'est forcément un peu simple, mais il y a initialement le processus de reconnaissance d'antigènes présenté par les cellules dendritiques, ce que je vous ai indiqué il y a un instant, vers les lymphocytes CD4 et les lymphocytes CD8. Les lymphocytes CD4 sont capables, pour certains d'entre eux, d'avoir une fonction que j'ai déjà évoquée, follicular helper, qui est nécessaire au niveau des organes lymphoïdes pour aider, coopérer avec les lymphocytes B pour produire des anticorps, donc qui sont une des armes de l'immunité contre les cancers. Et d'autres fonctions des lymphocytes T vont correspondre à la production d'interféron gamma, la production d'interleukine 2 qui, amplifie la réponse des lymphocytes T CD8, dont je vais parler dans un instant. L'interféron gamma produit par les cellules CD4, c'est un interféron différent de l'interféron dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était de type 1, celui-là est de type 2, une fonction un peu différente. Donc cet interféron gamma, il agit sur les macrophages en les activant.
Et les macrophages activés vont être d'eux-mêmes mieux capables de phagocyter, de tuer les cellules tumorales directement ou via l'intercession d'anticorps qui ont été produits par les lymphocytes B ici. Donc les cellules cytotoxiques, elles vont tuer aussi directement les cellules tumorales, ce que vont faire aussi les lymphocytes NK. Donc c'est ici un résumé évidemment extrêmement simplifié, mais des mécanismes effecteurs principaux, l'immunité adaptative et dans une certaine mesure l'immunité innée impliquée dans la réponse antitumorale. Alors, j'ai ainsi jeté les grandes lignes des bases de la réponse immune. Maintenant, voyons un peu ce qu'il en est dans la réalité. Est-ce qu'on a une démonstration que ces réponses, plus exactement, sont mises en jeu in vivo dans des tumeurs, et essayons de voir comment cela fonctionne. Alors, les évidences, on peut les prendre de 1000 manières. Ce tableau, il va vous paraître un peu curieux parce qu'il indique le nombre d'articles, donc c'est une drôle de façon de montrer les choses, mais qui montre que la densité de l'infiltrat de lymphocyte CD8 dans la tumeur, donc on compte combien il y a de lymphocytes T dans la tumeur, est de bons pronostics quand c'est en vert. Vous voyez par exemple que si on prend la première ligne, pour le cancer du côlon, qui est un des cancers les plus fréquents, il y a, au moment où cette revue a été écrite, il y a 3 ans maintenant, il y avait 14 articles, ce qui est assez important, qui ont montré qu'il y avait une corrélation, donc ce n'est pas encore une démonstration, mais une corrélation entre meilleur pronostic d'un cancer du côlon lié à la présence d'un infiltrat de lymphocyte T CD8. C'est aussi une bonne nouvelle plutôt pour les cancers du sein, mais c'est moins vrai pour d'autres cancers. Vous voyez par exemple, mélanome, dont on a déjà parlé tout à l'heure, il n'y a qu'un seul article dans la presse scientifique qui évoque qu'une densité d'infiltrat CD8 fort est de bon pronostic. Donc, ce qui apporte déjà une première notion qui va revenir continuellement, qui est le fait que la réponse immune, l'efficacité de la réponse immunitaire et même les modalités de la réponse immunitaire varient en fonction du type de cancer. Et puis on voit que de temps en temps, curieusement, on a un résultat négatif. Et si je prends la dernière ligne, c'est le plus flagrant, pour le cancer du rein, eh bien, il y a 2 publications, et uniquement 2, qui montrent que la présence de lymphocytes TCD8 est de mauvais pronostic. Ce qui suggère que dans ce cas-là, les lymphocytes TCD8 ne sont pas actifs, ne sont pas efficaces pour lutter contre le cancer. Je n'entrerai pas dans les détails des mécanismes, je ne suis pas sûr qu'ils soient connus, et même peut-être jouent un rôle favorisant. Donc vous voyez que la situation est contrastée, même s'il y a quand même une prédominance de lignes vertes qui montre qu'il y a plutôt globalement une corrélation entre présence de lymphocytes TCD8, donc a priori fonction cytotoxique, et meilleur pronostic des cancers, à condition évidemment de les traiter évidemment. Alors ensuite, on peut essayer de développer des modèles expérimentaux qui montrent les choses de façon plus solide, même s'il s'agit ici de souris. Donc vous avez ici un modèle de souris qui sont immunodéficientes, donc elles n'ont pas de réponse immunitaire adaptative, elles n'ont pas de lymphocyte T, elles n'ont pas de lymphocyte B non plus. On induit un cancer par un carcinogène sur la peau, et ces souris développent un sarcome. Et donc, un certain nombre de ces souris vont développer des cancers. Oui, on attend 200 jours, un peu plus de 6 mois. Et on regarde donc, en fonction du temps, le pourcentage de souris qui ont une tumeur. Et la courbe rouge vous montre qu'avec le temps, il y en a de plus en plus. Si maintenant la même expérience est faite, qui est vraiment une expérience de base de démonstration de réponse immune contre un cancer, le même carcinogène est appliqué à des souris, mais cette fois-ci qui sont immunocompétentes, immunocompétentes dans le sens qu'elles ont des lymphocytes T et des lymphocytes B. Beaucoup moins d'entre elles vont développer, dans le protocole expérimental donné, bien sûr, de cancer. Donc la différence entre ces 2 populations de souris, c'est essentiellement les lymphocytes T, éventuellement les lymphocytes B, et qui montrent que ces cellules, indirectement, protègent contre, en tous les cas, ce modèle de cancer induit chimiquement chez la souris. On a des évidences indirectes chez l'homme à partir de populations de malades rares qui ont ce qu'on appelle un déficit immunitaire héréditaire, c'est qu'ils ont la malchance d'avoir une mutation héritée, cette fois-ci, c'est différent des mutations somatiques dont j'ai parlé tout à l'heure concernant les cancers. Et on peut regarder parmi ces patients quelle est la fréquence de survenue des cancers. Et on s'aperçoit que ces malades, donc, dont le système immunitaire fonctionne moins bien, pour telle ou telle raison, eh bien, sont à risque de cancer plus élevé que la population générale. C'est ce que montre ce graphique. Vous avez, en fonction de l'âge, ici des enfants de 0 à 9 ans, 10 à 19 ans, 20 à 29 ans, etc. Donc vous avez en pointillé, c'est la fréquence de survenue de cancer, évidemment qui augmente avec l'âge, comme vous le savez, dans la population générale, a priori immunocompétente.
chez les malades atteints de déficit immunitaire héréditaire DIH, vous voyez que dès le plus jeune âge, dès la petite enfance et à tous les âges de la vie, le risque de cancer est accru. Donc il établit un lien entre système immunitaire et protection contre le cancer, même si cette protection n'est que, évidemment, partielle. On peut montrer que cet effet chez ces mêmes patients concerne aussi bien les tumeurs solides, ici la courbe en bleu de probabilité de développer un cancer en fonction de l'âge, que les cancers du sang, les leucémies, les lymphomes, comme vous pouvez le voir, avec des différences en fonction de l'âge, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Alors, de quelle manière ces pathologies héréditaires provoquent, enfin plus exactement prédisposent au cancer? Il y a plusieurs mécanismes que l'on peut concevoir, et je ne vais pas évoquer ceux qui sont en gris pâle ici pour ne pas être trop long, et d'ailleurs ils ne sont pas strictement d'ordre immunologique. Pour évoquer ceux qui sont strictement d'ordre immunologique, c'est le fait évident de considérer qu'il y a une déficience de la réponse antitumorale, que par exemple les lymphocytes T cytotoxiques ne se développent pas comme il faut ou ne sont pas capables de tuer. Ça peut être une déficience contre des virus qui eux-mêmes provoquent des cancers. Le virus d'Epstein-Barr, EBV, provoque des lymphomes B, maladie de Hodgkin ou d'autres types de lymphomes. Et surtout, HPV, ce sont les papillomavirus, sont responsables de tous les cancers du col de l'utérus et aussi de certains autres cancers au niveau anal et au niveau de la bouche. Eh bien, on peut facilement concevoir, en tous les cas, c'est une hypothèse plausible et qui est juste en l'occurrence, que s'il y a un défaut d'immunisation, c'est-à-dire qu'on ne produit pas des lymphocytes T capables de tuer des cellules infectées, mettons par le virus d'Epstein-Barr, ou infecter d'autres cellules infectées par les papillomavirus, eh bien, le processus cancéreux va se développer plus facilement et c'est effectivement ce qui se passe. Il y a un mécanisme indirect qui fait que si quelqu'un a une maladie héréditaire du système immunitaire, son système immunitaire va être chroniquement activé par toutes sortes de microbes et donc qui dit division cellulaire augmente le risque que lors de ces divisions cellulaires, il y ait des mutations qui surviennent, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui favorisent le processus oncogénique ainsi que l'inflammation sur laquelle je reviendrai. Je vais vous montrer un exemple très très rare, mais juste pour illustrer ce propos, assez étonnant d'ailleurs, et pas toujours pas bien compris, qui est une maladie exceptionnellement rare, elle ne concerne que quelques dizaines de malades à travers le monde, qui ont une déficience d'un système qui s'appelle interleukine 10, c'est le nom d'une cytokine, donc une substance qui est libérée par d'autres cellules du système immunitaire, et qui interagit avec un récepteur à la surface des cellules. Vous avez ici la membrane cellulaire, le cytosol et le noyau en bas. Et donc son récepteur, il est composé de deux chaînes, IL-10 récepteur chaîne numéro 1 et IL-10 récepteur chaîne numéro 2. Donc, et quand cette interaction survient, donc il y a une signalisation qui est induite, je n'entre pas dans les détails, et qui modifie le comportement des cellules. Plutôt dans un sens anti-inflammatoire, mais comme vous allez le voir, probablement pas que dans ce sens-là. Donc il y a des malades, un tout petit nombre, qui ont la malchance d'avoir une mutation héritée, qui font que soit ils ne produisent pas d'interleukine 10, soit c'est le récepteur qui est déficient, que ce soit la chaîne numéro 1 ou la chaîne numéro 2. Et ces malades, ils ont d'une part une pathologie inflammatoire, intestinale, je ne sais pas ce dont je veux vous parler, mais ici, vous avez sur une toute petite série, mais qui est très parlante, 5 patients atteints de cette maladie, ce qui est déjà beaucoup vu son extrême rareté. Eh bien, ces 5 patients, enfants, avant l'âge de 5-6 ans, ont développé 8 lymphomes. Ça veut dire qu'il y a plus de lymphomes que d'enfants, c'est-à-dire que certains enfants ont développé plusieurs lymphomes l'un après l'autre, et ceci est absolument exceptionnel parce que dans la population générale des enfants, le risque de lymphome est extrêmement faible. Et ce qui est troublant, et je ne vais pas entrer dans les détails indiqués sur cette diapositive, c'est que chez ces 5 enfants qui ont développé ces 8 lymphomes ont exactement les mêmes caractéristiques en termes cytologiques et en termes moléculaires, donc qui suggèrent un mécanisme précis. Et c'est ce qu'on appelle en anglais le jargon de l'étude des lymphomes DLBCL, ce qui signifie Diffuse Large B-Cell Lymphoma, lymphome B à grandes cellules et diffus. Et la particularité qu'on observe dans le contexte de déficience de l'IL-10, en l'occurrence du récepteur de l'IL-10, c'est qu'au sein de la tumeur, c'est ce qui est montré sur les images J, K et L, on trouve, c'est en brun, pas de lymphocytes T, on les trouve en périphérie. Vous voyez ici, il y en a quelques-uns, il y en a un petit peu ici, mais à l'intérieur de la tumeur, il n'y en a pas. Idem si on fait un marquage des lymphocytes T CD8 cytotoxiques, ou si on cherche à reconnaître une des protéines granzyme B qui est présente dans les lymphocytes T cytotoxiques. Et ceci est différent de l'image que l'on observe dans le même type de tumeur observée chez des sujets qui n'ont pas de déficience immunitaire, où il y a, même si c'est insuffisant pour contrôler la tumeur,
des lymphocytes T, vous les voyez, qui sont dispersés dans la tumeur, des lymphocytes CD8 et un tout petit peu de cellules exprimant le granzyme. Donc, on observe, encore une fois, je vous indique ceci à titre d'exemple, que chez des patients qui ont un déficit du récepteur de l'interleukine 10, il y a apparemment un défaut de migration des lymphocytes T à l'intérieur des tumeurs. De quelle manière le défaut de signal lié à l'IL-10 provoque ce défaut d'infiltration tumorale, malheureusement, on ne le connaît pas aujourd'hui. Mais c'est un des exemples donc, qui indique indirectement, bien sûr, mais avec une très forte présomption, que la réponse immune, lorsqu'elle est présente, est utile et même indispensable à la défense antitumorale. Alors, qu'est-ce qui se passe en termes d'immunité? On peut à nouveau essayer de le définir à travers des modèles murins. Si on compare, c'est un peu le même type d'expérience que je vous ai montré tout à l'heure. Si on prend ici en haut des souris immunocompétentes, on leur greffe une tumeur qui se développe. À nouveau, c'est des tumeurs induites par des agents chimiques. Et ensuite, à partir de cette tumeur chez la souris, on développe une lignée au laboratoire qu'on injecte à d'autres souris et on regarde ce qui se passe en termes de croissance tumorale. On observe que toutes ces tumeurs, c'est la croissance des cellules, des tumeurs en fonction du temps pour chaque souris, et il y a partout une croissance tumorale. L'interprétation, on y reviendra après. On va avoir un résultat un peu paradoxal. Si on fait la même expérience avec des souris immunodéficientes, dans des conditions, les conditions de même définition de tumeur, eh bien, même expérience, croissance tumorale sur la souris. J'ai perdu la souris. J'ai perdu la souris pour voir la souris. Bon. Ben voilà. Et à partir donc de la lignée établie au laboratoire, on la injecte à d'autres souris et on a toujours une progression tumorale. Mais ça, c'est dans la moitié des souris. L'autre moitié des souris, et ça c'est une notion statistique, les choses vont se passer différemment, c'est-à-dire qu'à partir de la lignée tumorale, injectée à des souris immunocompétentes, eh bien, il va y avoir une régression de la tumeur. Ce qui veut dire qu'ici, ces souris sont capables d'engendrer une réponse immune suffisante, celle-ci, pas celle-là, ça c'est pas 100%, c'est à peu près 50%, développe une réponse immunitaire suffisante contre ces cellules tumorales. Ah, j'ai perdu la souris. Voilà. Contre ces cellules tumorales qui se sont développées dans une souris sans système immunitaire. Lorsque les mêmes cellules tumorales se développent dans une souris qui a un système immunitaire, eh bien, ce processus ne survient pas parce qu'en fait, il y a eu, c'est la déduction que l'on peut faire de cette expérience, in vivo, chez cette souris immunocompétente, qui a éliminé grâce à une réponse immunitaire, certaines cellules tumorales, mais d'autres ont persisté, qui sont résistantes à la réponse immune et qui font qu'après transplantation des cellules résistantes, eh bien, elles croissent dans tous les cas. Mais indirectement, le fait qu'il y ait régression ici et progression là, nous indique que la réponse immunitaire est importante, peut suffire à contrôler une tumeur, c'est ce qu'on observe avec les courbes en rouge ici, mais à contrario, qu'il peut y avoir, on y reviendra, sélection de cellules tumorales qui résistent à la réponse immunitaire. Donc cette expérience nous apporte deux informations en même temps. Elle démontre l'existence d'une réponse immune antitumorale et elle démontre aussi que par processus de sélection de cellules résistance à la réponse immunitaire, la tumeur peut prendre le dessus. Donc en fait, les choses sont encore plus subtiles, c'est qu'il y a une forme d'équilibre qui s'établit entre le système immunitaire et le cancer, très souvent, une forme d'état qui va vous surprendre sans doute, si vous n'avez pas entendu parler de cela au préalable, de balance, d'équilibre entre, à ma gauche, ici, la réponse immunitaire avec l'implication de choses dont on a déjà parlé, la reconnaissance d'antigènes tumoraux, les signaux de danger qui activent l'immunité innée, des récepteurs pour les cellules NK. Donc ceci à la surface en contact avec les cellules cancéreuses. Donc ce sont les cellules oranges, sont les cellules cancéreuses. Donc ça, évidemment, elles sont issues d'un tissu normal, je n'y reviens pas. Donc une réponse immune efficace, c'est le recrutement de lymphocytes T, de lymphocytes NK, que j'ai déjà évoqué, de macrophages, la mise en jeu d'une série d'effecteurs, de cytokines qui sont ici, on a déjà parlé, l'interféron gamma, d'autres dont je ne vous ai pas parlé, les phénomènes de cytotoxicité avec la perforine ou TRAIL, qui sont des protéines, j'ai perdu ma souris, voilà, cytotoxiques. Et donc, ça, c'est une réponse immune efficace qui va permettre de se débarrasser des cellules cancéreuses et le retour ad integrum. Mais assez souvent, et ceci a été observé chez l'animal et
et aussi chez l'homme, il peut s'établir un état d'équilibre, comme vous pouvez lire en anglais, de tumor dormancy. Donc la tumeur n'est pas éliminée, mais n'est pas très active, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre qui s'établit entre l'intensité de la réponse immune et la croissance tumorale, que les deux cohabitent avec une réponse immune d'intensité intermédiaire et la persistance de cellules tumorales. Et de temps en temps, et c'est en particulier un des points importants, on y reviendra, du processus de métastase, par déséquilibre, par exemple parce que la reconnaissance d'antigènes, on y reviendra aussi, tumoraux par les lymphocytes s'estompe par mutations successives des cellules tumorales qui perdent leur capacité de présenter des antigènes, c'est un mécanisme parmi d'autres, eh bien, la tumeur échappe aux réponses immunes et va se développer. Donc on a une situation d'équilibre ou de déséquilibre entre élimination, ce qu'on recherche, une situation intermédiaire qui n'est pas idéale, mais qui est présente souvent, et échappement secondaire de la tumeur à la réponse immunitaire par modification secondaire, par mutation successive et sélection de mutations favorables à la tumeur. Ceci, à nouveau, on peut remontrer l'importance des lymphocytes et cette immunosurveillance à travers un modèle qui est ici de tumeurs chez la souris de mélanome, donc de cancer des mélanocytes, des cellules qui sont impliquées dans la pigmentation de la peau. Et vous voyez ici que dans cette première expérience, en haut, on regarde le pourcentage de cellules de souris, qui n'ont pas de tumeur en fonction du temps, en fonction de la localisation de la tumeur. Si on a injecté les cellules en sous-cutané, donc sous la peau, on a une courbe marron, vous voyez qu'en l'espace de 2 semaines, toutes les souris développent une tumeur. Il s'agit ici de souris immunocompétentes. Par contre, si la tumeur est injectée en épicutané, c'est-à-dire dans l'épiderme, et pas sous l'épiderme, vous voyez que certes pas toutes, mais certaines souris ne développeront pas de tumeur. Et on peut montrer que ce phénomène est dépendant de réponse immunitaire, car si l'expérience est renouvelée dans des souris dites RAG1 déficientes, c'est-à-dire qui n'ont pas de lymphocytes T et non plus pas de lymphocytes B, mais là ce sont les lymphocytes T qui comptent, eh bien, dans le contexte d'injection épicutanée, eh bien, si les souris n'ont pas de lymphocytes T, toutes vont développer une tumeur. Donc ce contrôle de la tumeur, il est lié à des lymphocytes T. Je vous montre pas l'évidence que c'est bien les lymphocytes T, mais il s'agit de lymphocytes T, et il s'agit d'une tumeur épicutanée. Et ça, c'est une notion importante, parce qu'au niveau de la peau réside ce qu'on appelle les lymphocytes T mémoire résidents, c'est-à-dire des cellules T mémoire qui ont déjà été activées d'une façon ou d'une autre, et qui sont là, qui ne bougent pas, et qui sont, comme leur nom l'indique, résidents au niveau de la peau, et susceptibles d'être impliquées dans une réponse immune locale. Et on peut montrer que ces cellules jouent un rôle très important dans la protection contre le mélanome en question, parce qu'on peut les transférer, donc elles s'appellent dans cette expérience GBT grand I, peu importe, et on va montrer que le transfert de ces cellules est efficace, au moins partiellement, pour protéger contre la tumeur. Tout d'abord, on les trouve dans la peau, elles sont ici, GTBI, elles ont des marqueurs, donc, qui sont l'expression à leur surface d'une molécule qu'on appelle CD69 et une autre qui s'appelle CD103, donc elles sont là. C'est la peau de souris qui n'ont pas développé de tumeur, dans l'endroit où l'injection s'est faite. Vous voyez, chaque petit point noir, c'est une cellule. Donc 88% des cellules à cet endroit sont ces fameuses cellules mémoire résidentes, alors que là où il y a le mélanome, on ne trouve pas ces cellules. Donc il y a une image en miroir entre présence de ces cellules ou pas. Et on peut montrer que dans des souris qui sont dépourvues de ces cellules parce qu'elles ont perdu la molécule CD69, eh bien, elles ont perdu la capacité, certes partielle, mais de protection contre le développement de ces tumeurs épicutanées. Et à contrario, on peut faire l'expérience suivante, donc qui est le transfert de cellules RM, c'est-à-dire résidentes memory, les cellules mémoire résidentes, plus ou moins des cellules T circulantes. On fait un challenge tumoral et on regarde ce qui se passe. Eh bien, vous voyez que dans le cas présent, si on a injecté tous les lymphocytes T à la fois résidents mémoire cutanée et les cellules circulantes, toutes les cellules survivent, mais n'ont pas de tumeur, mais contrairement aux cellules contrôle, en situation contrôle où seulement la moitié environ n'ont pas de tumeur. Mais vous voyez que cet effet il est essentiellement dû aux cellules T résidentes mémoire, puisque
si on n'a pas injecté les cellules circulantes, l'effet de protection est quasi complet. Donc ce sont vraiment ces cellules présentes au niveau de la peau qui, probablement très rapidement, jouent un rôle protecteur. Et on peut le montrer, c'est qu'en compliquant l'expérience, c'est-à-dire en déplétant ou non, dans un second temps, avec un anticorps, ces cellules T résidant mémoire, si on les déplète, la protection est moindre. Donc ceci démontre, un rôle protecteur de lymphocytes T contre une tumeur et le rôle d'une catégorie particulière de lymphocytes T qui résident au niveau des tissus et qui sont mémoire. Donc la question qui se pose ici, par exemple, c'est quels ont été les antigènes initiaux qui ont activé ces cellules avant qu'il y ait une tumeur? Quel est le degré de réactivité croisée avec les cellules tumorales? La réponse à cette question n'est pas connue, mais en tous les cas, ces cellules jouent un rôle important. Alors ceci nous amène très directement à une question centrale de la discussion de l'immunogénicité des cancers, c'est quels antigènes sont reconnus. Qu'est-ce qu'un lymphocyte T ou un lymphocyte B, lorsqu'il s'agit de production d'anticorps, sont capables de reconnaître comme produits issus de la tumeur qui déclenchent une réponse immune potentiellement efficace. La réponse ne va pas de soi, puisque les cellules cancéreuses font partie des constituants du soi, et comme vous le savez, a priori, nous n'avons pas de réponse immune efficace, en tous les cas, contre nos propres constituants. Alors, il y a une situation assez évidente où on peut concevoir une réponse immune antitumorale, c'est pour les cancers associés à des virus. Ce n'est pas une fraction négligeable, parce que c'est environ 16% des cancers chez l'homme sont associés à des virus, ou dans un cas, les microbes. Donc je vous les énumère ici, j'ai déjà parlé de un ou deux d'entre eux. Les papillomavirus, j'en ai déjà dit un mot, sont responsables de 100% des cancers du col de l'utérus. Donc l'immunité se fait contre les protéines qui sont exprimées du papillomavirus, et incidemment, c'est la base de la vaccination. Aujourd'hui, on peut prévenir le cancer du col de l'utérus en vaccinant jusqu'ici les femmes, mais a priori, on devrait aussi vacciner les hommes parce que ce virus provoque aussi des cancers de l'anus et des cancers bucco-pharyngés. Donc, c'est une situation où la réponse immune, elle est antivirale. Et elle est efficace, puisque, encore une fois, dans le contexte de la vaccination, elle est protectrice. Et un des progrès de traitement des cancers sous une forme d'immunothérapie, c'est la vaccination quand il est possible. Malheureusement, il n'y a qu'un autre exemple que l'on va voir dans une seconde où cela est applicable. Donc, deuxième situation, c'est beaucoup plus rare, c'est le virus de la catégorie herpès, mais qui n'est pas un virus herpès simplex, qui s'appelle HHV8, qui est associé à certains types de sarcome, le sarcome de Kaposi, qui est une tumeur des cellules endothéliales, une tumeur des vaisseaux. Le virus d'Epstein-Barr, qui est par ailleurs responsable de la mononucléose infectieuse, est à la source de certains types de lymphomes. Et puis, il y a enfin, c'est une situation assez bien connue, les virus des hépatites B et C, qui provoquent des cancers du foie. Et à nouveau, les réponses immunes, elles sont dirigées potentiellement contre des antigènes viraux, et c'est la base de la vaccination. La vaccination contre l'hépatite B protège contre la survenue de cancer du foie. Donc voilà pour les virus. Et il y a encore une bactérie, comme beaucoup le savent, je pense. Le cancer de l'estomac, à travers d'abord la formation d'ulcères, sont favorisés par une bactérie qui est Helicobacter pylori. Et on peut penser que la réponse immune contre cette bactérie est d'une certaine façon une réponse tumorale. Donc ces situations sont bien connues, sont importantes, mais ne rendent compte que de 16% des tumeurs. Donc la question persiste, quid d'une réponse immune lorsqu'il n'y a pas a priori de micro-organismes impliqués dans la genèse du processus tumoral. Donc c'est là qu'interviennent les fameuses mutations somatiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc les cellules cancéreuses sont différentes des cellules du foie parce qu'elles ont été soumises à un processus de mutation d'un nombre assez important qui sont susceptibles de modifier la structure primaire, donc un changement d'acide aminé d'une protéine, et qui fait qu'une protéine du soi devienne une protéine du non-soi, soit reconnue comme si c'était une protéine étrangère. Donc c'est la base essentielle des réponses immunes contre les cancers. Évidemment, il faut mieux qu'il y en ait plusieurs, on va y revenir là-dessus. Et il faut savoir néanmoins que ce n'est pas tout à fait la seule possibilité d'induction d'une réponse immune, donc la formation de ces néo-antigènes à partir de mutations, sur lesquelles je vais revenir. Mais il peut y avoir dans certains cas, je vais vous en montrer un exemple ou deux, de mutations de régions non codantes du génome. Donc ça peut paraître surprenant, puisque par définition, une région non codante, en principe, ne donne pas naissance à une protéine, donc pas d'antigène. Mais on va voir de quelle manière il peut en être différemment. Est-ce qu'on peut avoir quand même une réponse immune contre les antigènes du soi, s'ils sont surexprimés, par exemple? C'est quelquefois possible, où il peut y avoir encore des modifications
post-transcriptionnelle, c'est-à-dire au niveau, on va le voir, de l'épissage des ARN qui créent des néo-antigènes. Alors, comment on a identifié des néo-antigènes tumoraux? Ce sont des travaux très récents, des 5-6 dernières années, parce que la technologie nécessaire est assez lourde. Et en gros, ça suit le schéma qui est indiqué sur cette diapositive. Vous allez voir que c'est vraiment un résultat expérimental issu de travaux complexes. On part évidemment du matériel tumoral, en haut, ici, où il y a à la fois les cellules tumorales et quelques cellules immunes éventuellement. On séquence le génome tumoral et on identifie une série de mutations somatiques. De ces mutations somatiques dans des gènes codants. De ces mutations somatiques, on peut déduire des modifications protéiques. Donc on va produire des peptides correspondant aux régions où des mutations sont survenues. Et donc ces peptides, on va étudier leur capacité, d'abord sur un plan théorique en fonction de leur charge, etc., puis sur un plan pratique, c'est par spectrométrie de masse, de s'associer aux molécules HLA, soit de classe 1, soit de classe 2. Autrement dit, est-ce que ces néopeptides qui sont apparus du fait des mutations somatiques sont susceptibles d'être présentés par les molécules HLA et donc, in fine, ça va être le troisième test, le test fonctionnel, être reconnu par des lymphocytes T. Donc, in fine, le peptide est ici. On conçoit qu'il est un peu différent en séquence d'acides aminés et du peptide endogène. Il est présenté, si c'est bien le cas, par une molécule HLA de classe 1, dans l'exemple qui est ici, et pourrait être reconnu par le récepteur T pour l'antigène TCR, avec l'aide de la molécule CD8 pour les lymphocytes CD8. Donc il faut franchir toutes ces étapes, séquençage du génome, identification des mutations, fabrication des peptides correspondants et en faisant les hypothèses d'abord théoriques de taille, de charge et de séquence qu'ils pourraient être des ligands des molécules HLA, test de cette hypothèse, cette fois-ci en spectrométrie de masse, puis lorsqu'il y a association, test de ces peptides dans leur capacité d'activer une réponse T. Oui, lourdeur d'un schéma, mais qui a été contributif, en sachant qu'en plus, il y a une hétérogénéité intratumorale, on y reviendra. Je reprends mon schéma de tout à l'heure, qu'on a vu, qui vous montre, en fonction de type de tumeur, la fréquence des mutations. Donc vous avez dans le rectangle vert les situations de mutations fréquentes. Donc c'est les tumeurs de la droite, mélanome, cancer du poumon, cancer de l'estomac, l'œsophage, et à gauche, à l'inverse, à contrario, les situations de tumeurs où la fréquence des mutations est faible. C'est le cas de certaines leucémies, cancer de la thyroïde, etc. Et vous vous souvenez qu'il y a une variation individuelle, puisque même pour un mélanome, ici, vous voyez que la courbe, elle va, dans la plupart des tumeurs, on est dans le rectangle vert, donc il y a formation de mutations, et donc potentiellement de néo-antigènes, comme c'est indiqué ici, mais dans certains cas, malheureusement, il y a très très peu de néo-antigènes, et donc la probabilité d'une réponse immune est beaucoup plus faible. Et les estimations ont été faites que s'il y a environ 10 mutations par mégabase d'ADN, donc pour 10 puissance 6 nucléotides, je vous rappelle que notre génome comprend 3 milliards de paires de bases, peuvent générer en moyenne 150 mutations non synonymes. Mutations non synonymes, ça veut dire qu'elles induisent un changement de la séquence protidique. Vous savez que le code nucléotidique est dégénéré, et donc ça veut dire que des séquences de nucléotides différents peuvent, selon le code, induire la présence du même acide aminé. Donc chaque mutation ne va pas provoquer une séquence différente. Mais on peut, donc en moyenne, à 10 ici, c'est-à-dire à la valeur inférieure du rectangle vert, on a 150 mutations non synonymes avec changement de séquence protidique de gènes au sein d'une cellule tumorale. Et une petite fraction seulement de ces 150 en moyenne sont susceptibles de donner naissance à des néo-antigènes reconnus par les lymphocytes T. Pas toutes, bien sûr. Ça revient à ce qui a été estimé ou lié à ce travail-là, qui est mettons que pour une tumeur donnée, il y ait 150 peptides différents, et bien que parmi les 150 peptides différents, on va peut-être en trouver 5 qui sont susceptibles d'être présentés par les molécules HLA et qui sont donc des néo-antigènes tumoraux générés par des mutations somatiques survenues dans la tumeur. Donc cette notion est fondamentale et n'a été établie que récemment. Évidemment, encore une fois, cela donne plus de chances d'observer une réponse antitumorale efficace dans ce type de tumeur que celle-là,
Par définition, toutes ces tumeurs ont été étudiées, c'est-à-dire qu'elles existent, elles n'ont pas été prévenues ou empêchées par la réponse immune, mais ça veut quand même dire qu'il y a un certain degré de réponse immunitaire et que peut-être, c'est ce qu'on verra dans les cours ultérieures, cette réponse immunitaire, elle peut être amplifiée et rendue efficace et faire en sorte que la tumeur disparaisse. C'est tout l'objet de l'immunothérapie des cancers, dont on parlera dans la seconde moitié du cours de cette année. Alors, si on continue sur ce néo-antigène, on peut se poser la question de savoir si est-ce que des individus différents ayant le même type de cancer vont avoir des mêmes néo-antigènes, ou est-ce que finalement les néo-antigènes sont un peu propres à chacun? La réponse, c'est que pour l'essentiel, ils sont propres à chacun, puisque, ce que vous pouvez lire en bas ici, la plupart des néo-antigènes sont détectés dans moins de 0,005% des tumeurs, parmi 20 000 testés. Donc ce sont des mutations différentes chez des sujets différents, même s'il y en a qui sont récurrentes, quelques-unes, mais vous voyez ici, moins de 0,005%, ça concerne 20 néo-antigènes et des mutations survenues trouvées dans 0,1 à 0,2% des cas, ça concerne un néo-antigène, en l'occurrence reconnu par des lymphocytes CD8. Donc dans cette donnée expérimentale-là, la quasi-totalité des néo-antigènes sont détectés très très rarement, donc ne sont pas vraiment partagés par des individus différents. Donc, les réponses immunes antitumorales sont très différentes en termes de spécificité fine d'un individu à l'autre, ce qui est une notion qui complique un tout petit peu l'utilisation éventuelle de cette réponse immune. Alors, on peut montrer que ce que je vous ai dit jusque-là est comme intuitivement juste et réellement exact, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation, évidemment c'est corrélatif, ce n'est pas une démonstration stricto sensu, mais enfin c'est une forte donnée expérimentale ou une forte observation, c'est qu'il y a d'une part, si on observe ici, en fonction du type de cancer, vous avez ici les cancers de l'utérus, cancer du poumon, cancer de l'estomac, cancer colorectal, etc., mélanome, en fonction du nombre de mutations par tumeur, vous avez le degré de réponse cytotoxique des lymphocytes présents dans la tumeur. Et vous voyez qu'il y a un certain degré de corrélation, qui n'est pas parfait. Vous voyez que pour les mélanomes, par exemple, curieusement, il y a des mélanomes avec un très grand nombre de mutations, au sein desquels on trouve peu de cellules cytotoxiques, ce qui indique qu'il y a d'autres phénomènes qui interviennent dans la genèse in situ, ou la présence, la détection in situ d'une réponse immunitaire de lymphocytes. On va être amené à en parler. Mais quand même, pour d'autres tumeurs, prenons le cancer colorectal, vous voyez qu'il y a une assez bonne corrélation. Donc, intuitivement, on peut penser que c'est logique. Plus il y a de mutations, plus il y a de néo-antigènes, plus il y a de chances qu'il y ait une réponse immunitaire, en l'occurrence mesurée ici par la réponse cytotoxique des lymphocytes intratumoraux. Ici, c'est la même observation, mais au lieu de compter toutes les mutations de la tumeur, on compte les mutations prédites pour générer des peptides reconnus plutôt qui s'associent aux molécules HLA. Donc on se rapproche de la réponse immunitaire. Et vous voyez qu'on a le même type de courbe, même vraiment très très proche entre en A et B. Si je reprends l'exemple, où est-ce qu'il est parti? Je l'ai perdu. Il n'y a pas la courbe. C'est un mauvais exemple parce qu'il n'y a pas les cancers colorectaux, ils s'arrêtent ici. Donc on va prendre l'exemple des cancers de l'estomac, peu importe. C'est le même principe. Vous voyez qu'à nouveau, plus il y a de néopeptides prédits comme étant immunogéniques, plus on observe de réponses cytotoxiques mesurées à travers la présence des molécules, enfin des ARN qui codent pour les molécules cytotoxiques perforées des granzymes in situ. Donc bonne corrélation, mais pas parfaite. À nouveau, vous voyez que pour le mélanome, les choses sont plus complexes et qu'il y a un certain nombre de tumeurs avec pourtant beaucoup de néo-antigènes prédits, mais qui ne font pas l'objet d'une réponse cytotoxique, soit parce que les lymphocytes sont exclus, soit ils sont inactivés. On sera amené à discuter ça plus tard. Donc retenez la notion de corrélation, mais d'une corrélation entre mutation et néo-antigène d'une part, réponse immune potentiellement efficace de l'autre, d'autre part, mais corrélation qui n'est pas absolue. Alors, pour une autre façon de montrer l'importance de la réponse immune, c'est de s'intéresser un instant à une situation particulière, qui sont le fait que certains individus ont en fait des cancers pour une raison génétique, héritée, c'est qu'ils ont une anomalie de leur système de réparation d'ADN, qu'on appelle en franglais le mismatch repair. J'ai évoqué tout à l'heure le fait que lors de la division cellulaire, et même parfois en dehors des divisions cellulaires, il y a des erreurs qui se font dans, en particulier, la réplication de l'ADN. Donc il y a des mutations qui surviennent, et pas toutes, mais beaucoup de ces mutations sont détectées et réparées.
Et entre autres, un des systèmes de réparation, c'est ce système dit de mismatch repair. Donc les individus qui ont la malchance d'avoir un système de réparation, de correction des fautes d'orthographe, si vous voulez, qui est déficient, ont beaucoup plus de tumeurs. Plus de mutations, plus de tumeurs. C'est assez logique. Mais ils ont plus de tumeurs avec plus de mutations. Donc plus de mutations veut probablement dire plus de néoantigènes. Et ceci est montré indirectement par l'efficacité de l'immunothérapie. Je reviendrai largement sur l'immunothérapie dans la seconde partie du cours cette année, mais on peut déjà en montrer un exemple. Une des stratégies, c'est d'utiliser des anticorps qui ciblent une molécule qui s'appelle PD1, qui est un frein des réponses immunitaires. Et on peut montrer que chez les sujets qui ont la malchance, ces 41 malades, qui ont la malchance d'avoir des cancers métastatiques colorectaux parce qu'ils ont ou associés à cette anomalie génétique qui favorise les cancers par défaut de réparation de l'ADN, eh bien, si on observe au cours du temps l'évolution des tumeurs sous l'effet de la thérapeutique, eh bien, les courbes bleues, ça correspond aux malades qui ont les mutations, qui ont les mutations du système de mismatch repair. Et vous voyez que la réponse est bien meilleure. Il y a très rapidement, pratiquement chez tous, une disparition de la tumeur, alors que pour les sujets qui n'ont pas cette anomalie génétique, la réponse est nettement moins bonne. C'est une évidence ici. Et ça, c'est l'analyse par radiologie, donc l'imagerie des tumeurs. C'est la même chose chez la plupart des malades en bleu, qui sont ceux qui ont une déficience du système de mismatch repair et un cancer colorectal. On observe une régression tumorale, alors que chez les sujets qui n'ont pas cette déficience, la régression tumorale est moins fréquente. Donc, cette observation relie plus grande fréquence de mutation et meilleure réponse immune qui a été favorisée par les anticorps anti-PD1. Et c'est illustré de façon encore plus spectaculaire par cette courbe qui vous montre, chez ces mêmes patients, en fonction du temps, de 0 à 15 mois ici, la probabilité de survie progression-free, ça veut dire que la tumeur ne progresse plus. Ça ne veut pas dire qu'elle a complètement disparu, mais au moins elle ne progresse plus. Vous voyez que la probabilité dans cette donnée-là de thérapeutique, toujours avec un anticorps anti-PD1, on verra plus tard que les résultats peuvent être éventuellement meilleurs, mais enfin, chez les sujets qui n'ont pas d'anomalie génétique du système de mismatch repair, la plupart d'entre eux, la quasi-totalité d'entre eux, la totalité d'entre eux, si on attend 9 mois, auront une tumeur qui va progresser. Donc un résultat qui est assez médiocre. Alors que parmi la cohorte des patients qui ont cette anomalie génétique, vous voyez qu'encore à 9 mois, ou a fortiori à 1 an, eh bien, pour 60% d'entre eux, ils n'ont pas de progression tumorale. Donc à nous, ceci démontre assez clairement un lien indirect entre mutation, fréquence de mutation, induction d'une immunité tumorale contre le néoantigène et protection contre la progression du cancer. On peut le montrer encore d'une autre façon, j'insiste parce que c'est une notion fondamentale d'immunologie des cancers et donc ensuite d'immunothérapie. Vous avez ici la détermination d'un score de réaction lymphocytaire, en gros de présence de lymphocytes et la présence au sein de ces lymphocytes de molécules qui sont actives dans la réponse immune, dans différents types de tumeurs, excusez-moi, en fonction du nombre de néoantigènes en ordonnée. Et vous voyez qu'il y a une corrélation, même si elle n'est pas parfaite, il y a une grande variabilité de tumeur à tumeur, mais quand même, plus il y a de néoantigènes détectés, et c'est une échelle logarithmique, 10, 100 000 à 10 000, jusqu'à 10 000, plus il y a de néoantigènes, plus on retrouve in situ dans la tumeur de réponse immunitaire. Donc il y a bien un lien entre les deux, et on peut l'exprimer d'une autre façon ici, à nouveau, qui est la probabilité de survie de patients atteints de cancers colorectaux. Dans les cancers où il y a peu de néoantigènes, la probabilité de survie est moins bonne, il y a une différence significative ici, par rapport aux patients qui ont des tumeurs riches en néoantigènes. Donc c'est un facteur pronostic qui peut, si on est capable de déterminer cette information, peut avoir un impact sur la thérapeutique et qui montre l'impact de l'immunothérapie. Je vous le montre encore d'une autre façon ici, de façon plus large, une très grande cohorte de patients, 1660, différents types de cancers, mélanome, cancer du poumon non à petites cellules, cancer du rein, cancer de la vessie. Et ces patients ont reçu différentes formes d'immunothérapie dont je vous reparlerai, avec des anticorps qui reconnaissent PD1, dont j'ai déjà parlé, ou son ligand, PDL1, ou bien une autre molécule dont on parlera, CTLA4. Et on a ici donc l'évaluation de la survie de ces patients au cours du temps, jusqu'à 48 mois.
et avec 3 groupes. En bleu, ce sont les malades qui ont une TMB, Tumor Mutational Border, Tumor Mutational Border qui correspond au nombre de mutations des tumeurs. Vous voyez que plus il y a de mutations détectées dans le génome qui a été analysé de ces tumeurs, meilleure est la chance de survie, même si c'est loin d'être parfait, comme vous le voyez. Mais les malades, les tumeurs plus exactement, qui ont les 10% de plus fréquents, les 10% de tumeurs qui ont le plus de néomutations sont des tumeurs de meilleur pronostic que les tumeurs des 80% où il y a le moins de mutations, où il y a une différence très nette de survie, qui concourt dans la même idée générale de mutation néo-antigène et réponse immune, même si on a vu tout à l'heure que ce n'était pas une corrélation absolue et que ceci est vrai donc à travers une série de tumeurs. On a vu tout à l'heure qu'en fonction des tumeurs, il y avait un nombre de mutations variables. Voilà, donc ici c'est une analyse plus précise de ce qu'il en est à travers différents types de cancers. Excusez-moi, vous voyez que si on prend l'exemple des tumeurs de meilleur pronostic comme le cancer colorectal, mais vous voyez qu'il y a une grande dispersion, donc grande variabilité individuelle, mais en moyenne le nombre de mutations qui donnent naissance à une réponse immune est de 52 dans l'étude qui a été menée ici, et donc il y a un meilleur indice de survie qu'à contrario, on va prendre le cancer du sein, en moyenne, encore une fois, avec une très grande dispersion de tumeur à tumeur. Donc ceci n'a pas de valeur individuelle, c'est une valeur moyenne de population de cancer du sein, où vous voyez qu'en moyenne, il n'y a qu'environ 6 mutations, mais un pronostic est beaucoup moins bon, et on peut ainsi définir le pronostic d'une tumeur à une autre, en sachant encore une fois qu'après, l'analyse doit être menée patient par patient, en raison de l'hétérogénéité de la fréquence de ces néomutations et l'hétérogénéité des réponses immunitaires. Ok, je vais bientôt finir cette première partie en évoquant encore le fait que toutes les réponses immunes ne sont pas générées par des néo-antigènes. Ils peuvent l'être encore une fois par la génération d'antigènes à partir, curieusement, de régions non codantes du génome ou des modifications d'ARN messager. Brièvement, donc comme on sait, 98% du génome n'est pas codant, mais pourtant il y a des mutations de régions non codantes qui, sans influencer le niveau d'expression d'oncogènes, ont un effet dans l'immunité antitumorale. Voici un exemple. Il y a 2 cancers chez la souris, une forme de leucémie et une forme de cancer du poumon, où on peut été étudier les ARN messagers exprimés par les tumeurs, traduits en protéines, donc on a potentiellement un antigène, et on compare avec les lignées correspondantes non cancéreuses, donc les leucémies, donc c'est des lymphocytes, et ici c'est l'épithélium du poumon. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on trouve des séquences exprimées de façon aberrante, donc uniquement dans les tumeurs, et ceci représente, c'est les séquences dites petit a, petit e, en gris, AE, ce sont des séquences qui ne correspondent, qu'on trouve, hein, il y a une protéine, mais pourtant ça ne correspond pas à un gène connu, alors que les autres, en gris, ça correspond à des néo-antigènes classiques. Donc dans les 2 types de tumeurs, par rapport aux cellules non tumorales, on trouve exprimées des séquences protidiques qui ne correspondent pas à des gènes connus, ce qui est assez étonnant. Alors de quoi il s'agit? En fait, il s'agit de la transcription donc, qui est induite dans le contexte tumoral de rétroéléments. Les rétroéléments, ce sont des vestiges de rétrovirus qui se sont insérés dans notre génome et qui habituellement sont absolument silencieux. Mais là, du fait du processus biologique de la tumeur, cela induit la transcription d'ARN messager et de protéines, donc qui sont de néoprotéines, donc néo-antigènes, susceptibles d'être reconnus. Et de fait, même si les résultats ne sont pas spectaculaires, on peut essayer d'immuniser les souris avec des peptides correspondant à ces néo-antigènes induits comme éléments de rétroéléments et d'avoir éventuellement un effet protecteur. Alors là, il n'est pas très fort, l'élément protecteur, puisque c'est seulement 10% des souris qui vont être protégées, mais c'est contre 0 en noir chez les souris qui n'ont pas été ainsi protégées. Et là, c'est un peu plus net avec dans cette situation où, avec un autre type de séquence issue de ces rétroéléments, une fraction des souris, certes petite fraction, un quart d'entre elles à 150 jours, sont protégées contre 0. C'est la courbe noire de cellules de souris qui n'ont pas été immunisées avec ces éléments.
Donc sans être une démonstration extraordinairement forte, vu les limites de ce que l'on observe ici, c'est quand même la démonstration qu'une réponse immune peut être générée à partir d'une séquence non condante du génome, en l'occurrence via la réinduction d'expression d'éléments de vestiges de rétrovirus qui sont présents en très très grande quantité dans notre génome. Et on peut à nouveau pousser les analyses fines, ça correspond à peu près à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur analyser le génome, puis les mutations, les peptides, la fixation au récepteur T. Et on peut s'apercevoir qu'une autre façon de générer des néo-antigènes, ce n'est pas une modification génétique proprement dit, au sens où il y a une mutation d'un gène, c'est le fait que l'épissage de l'ARN messager se fait différemment. Donc je vous rappelle que pour un pré-RNA, il est messager, il est composé d'exons, ici de couleurs différentes, avec des introns, et que donc, dans la maturation de l'ARN, les introns sont excisés pour aboutir au produit final qui est celui-là. Eh bien, il peut y avoir, pour des raisons variées, plus ou moins bien comprises, des modifications de cet épissage qui fait qu'au lieu d'avoir les 4 exons, comme c'est imagé ici, la protéine sera issue d'un ARN messager qui ne comprend que, par exemple, ici, 3 exons. Le exon jaune aura été court-circuité par la machinerie d'épissage, ou même des fragments, par exemple, ici, vous voyez que le bleu clair, l'épissage se fait au sein de l'exon, ce qui est pathologique, mais donc du coup, on a la production de protéines aberrantes qui peuvent générer des peptides et être reconnues. Donc, des modifications de nature différentes que celles stricto sensu qui définissent des néo-antigènes par mutation dans les régions codantes des gènes peuvent être responsables d'une réponse immune. Et ce tableau, qui est difficile à lire et un peu rébarbatif, vous énumère un exemple de néo-antigènes dérivés d'épissage alternatif qui ont été trouvés par exemple dans beaucoup de mélanomes, comme vous pouvez le lire ici, de quelques cas de leucémie ou d'autres tumeurs. Quelle est l'importance exacte de ce phénomène quantitativement dans l'immunogénicité et la réponse immune contre les cancers? C'est aujourd'hui un peu difficile à dire. Ok, je vous propose qu'on fasse un arrêt à ce moment-là et qu'on reprenne dans le cours suivant.